On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Et Gauthier Ribinski. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommaire aujourd'hui, ces tensions en Tunisie, 3 nuits d'affrontements à Sfax, la ville portuaire où les migrants d'Afrique subsaharienne sont pris pour cible après la mort d'un habitant. Et puis Janet Yellen est en Chine, la secrétaire américaine au Trésor venue jouer l'apaisement alors que Pékin et Washington sont tiraillés entre concurrence et interdépendance sur fond d'accusations mutuelles d'espionnage. C'est tout de suite, on va plus loin. Le calme est progressivement en train de revenir à Sfax. Cette ville portuaire de l'est de la Tunisie vient de connaître 3 jours d'extrême tension. En cause, les migrants d'Afrique subsaharienne. Leur présence est régulièrement pointée du doigt par les autorités. Des affrontements avec certains d'entre eux originaires du Cameroun ont provoqué la mort d'un habitant poignardé en début de semaine. De quoi attiser les violences à leur égard. Le point sur la situation avec nos envoyés spéciaux Lilia Blaise et Hamdi Slili. C'est tout de suite. Et Lilia Blaise qui est avec nous en direct. Lilia, où en est la situation ce soir ? Bonjour. Oui, alors comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a des centaines de migrants qui sont regroupés devant la mosquée Sidi Lahmi dans le centre-ville de Sfax. C'est une situation humanitaire assez inquiétante. Depuis ce matin, nous avons vu des migrants affluer devant cette mosquée. Beaucoup nous ont dit avoir été expulsés de leur domicile, ne plus avoir d'argent ni de quoi manger. Et ils se sont regroupés ensemble pour éviter d'être victimes d'agressions individuelles. C'est une situation humanitaire, comme je vous le disais, assez inquiétante parce qu'il y a beaucoup de femmes et d'enfants. La délégation régionale de Sfax est venue quelques minutes avant que je ne vous parle pour leur donner du pain et de l'eau. Mais pour l'instant, il n'y a pas de présence même associative et la ville n'a pas les moyens actuellement de gérer une telle situation. Il n'y a pas de centre, par exemple, d'accueil pour les migrants. Pas de centre d'accueil pour les migrants. Cette situation, elle dure tout de même depuis plusieurs semaines puisqu'on sait que les migrants convergent vers Sfax dans l'objectif de pouvoir prendre la mer vers l'Europe, l'Italie en particulier, Lilia. Oui, et d'ailleurs, c'est dans les témoignages que nous avons pris ce matin, une grande partie des migrants qui sont présents dans la rue actuellement disent en fait être arrivés pour certains depuis 2-3 mois et avoir tenté des traversées vers l'Italie et n'être là que dans cet objectif. Alors le vrai problème, c'est qu'en fait, les gardes-côtes tunisiens interceptent les bateaux de migrants en mer à la demande de l'Union européenne qui réclame que la Tunisie contrôle plus les flux, mais une fois qu'ils les ramènent au port de Sfax, ils sont obligés de les relâcher, toujours parce qu'il n'y a pas, comme je vous disais, de centre d'accueil pour s'occuper de ces migrants. Et le nombre est trop grand pour pouvoir les dispatcher. C'est aussi politique. La Tunisie ne veut pas jouer le rôle de garde-frontière de l'Europe. Le président de la République l'a à plusieurs reprises martelé. Et aussi, il refuse d'installer ce qu'ils appellent des hotspots, donc des centres comme en Italie, des sortes de chaînes trop pour les migrants. Oui, et d'autant que ces migrants sont désignés à la vindicte par le président lui-même. Pardon, je n'ai pas entendu votre question. D'autant que ces migrants sont désignés à la vindicte par le président Kais Saied lui-même dans plusieurs discours. Alors c'est vrai qu'en février dernier, son discours avait posé problème parce qu'il y avait un amalgame dans ses propos entre la migration et la délinquance. Alors depuis, il faut quand même dire que le ton s'est beaucoup apaisé. Le président de la République est même venu à Sfax le 10 juin pour rencontrer la communauté subsaharienne migrante et s'est adressé directement à eux. Mais en fait, sa ligne politique, c'est de rappeler que les migrants en situation irrégulière ne peuvent pas rester sur le territoire tunisien tant qu'ils ne se régularisent pas. C'est une ligne politique qu'il a adoptée et qui reste constante jusqu'à maintenant. Et comme je vous disais, qui est aussi liée à des questions politiques, puisque la Tunisie ne veut pas assurer le rôle de garde-frontière de l'Europe, même si il y a eu beaucoup de rencontres diplomatiques ces derniers mois avec l'Italie et la France. Et il y a des accords en cours de négociation pour financer justement le contrôle des flux migratoires. Merci Lilia Blaise avec nous en direct de Tunis. Patricia Lémonière, on assiste depuis plusieurs jours à des arrestations en masse sous les acclamations de la foule, parfois même à des lynchages. Ces scènes sont choquantes.
Oui, d'autant que votre correspondante l'a bien rappelé, le discours du 21 février du président tunisien a enflammé un peu la population. Il a parlé de hordes sauvages, il a parlé de grands remplacements, ça nous rappelle d'autres discours, et il a parlé d'un complot international. Alors, quand un pays va mal, comme la Tunisie, 10% d'inflation, on ne parle même plus du chômage, eh bien, l'ennemi, il faut un ennemi. Il faut un responsable. Donc là, le responsable de certains mots, en tout cas, est tout trouvé. Ce sont les migrants qui effectivement sont nombreux et passent par la Tunisie parce que les gardes-côtes libyens, encouragés par les Européens, par les Italiens, armés avec des bateaux pour faire la chasse ou la récupération, on voudra comme l'on veut, des bateaux de migrants, eh bien le flot est moins important. Et on le voit très bien, ceux qui arrivent en Italie arrivent désormais, 6 fois plus cette année quand même, arrivent désormais à moitié d'Italie, le reste venant de Libye et de Turquie. Donc il y a un vrai flot, effectivement, il y a un vrai rassemblement de population, mais à côté de ça, il y a des étudiants qui vivent, il y a des gens qui se sont installés depuis des années, qui travaillent, qui ont un emploi qui est d'ailleurs soutenu par le patronat. Le propre patronat de Sfax a pris la parole en disant « Mais attendez, moi j'ai besoin de ces bras parce que les Tunisiens ne veulent pas travailler. » Donc c'est compliqué à gérer effectivement pour le président, d'autant qu'il a les pressions internationales, mais on va sûrement revenir là-dessus. Oui, on parle de migrants, certains sont clandestins, mais certains, Gauthier, sont intégrés. En tout cas, ils avaient jusqu'à une période récente un travail, un domicile en Tunisie. S'ils sont à Sfax aujourd'hui, c'est qu'ils veulent partir vers l'Europe. La Tunisie est devenue une terre inhospitalière pour eux. Écoutez, il y a un phénomène dont on parle peut-être pas assez, mais qui dit vraiment ce qu'est la réalité des choses pour les migrants. C'est que en ce moment, en Tunisie, même les Noirs tunisiens, qui sont autant tunisiens que les autres, sont en butte à des brimades, à des arrestations arbitraires, à la vindicte, à l'insulte populaire. Donc là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que même ceux qui ont la nationalité tunisienne, je ne parle même pas de migrants en régulier, en papier, qui ont les papiers et qui sont réguliers sur le territoire. Non, je parle de Tunisiens, de vrais Tunisiens authentiques. Oui. Et bien ceux-là sont aussi en butte. Au fond, à ce racisme-là. Alors, effectivement, ça soit compliqué pour le président, je veux bien, mais il sait sur quoi il surfe. Il surfe aussi sur un parti nationaliste, qui est le Parti nationaliste tunisien, et qui a encapé ce problème réel avec les migrants pour se faire finalement une publicité. Et cette publicité, alors vous aviez raison de souligner quoi? C'est qu'il y a toujours le recours au complot étranger. Alors qu'est-ce que c'est le complot étranger? C'est à la fois la France, et encore une fois, que le complexe colonial ne soit pas digéré, c'est dommage. Il faut y aller, effectivement, il faut tout mettre sur la table. Mais vous voyez bien que tant que tout n'est pas mis sur la table, il y a le profit de zones d'ombre à l'avantage du pouvoir, de la même manière que le pouvoir parle d'un complot sioniste. Voilà où nous en sommes, et c'est quelque chose qui, évidemment, est à la fois très compliqué et très dur et difficile à vivre pour les migrants, mais c'est aussi un reniement de ce qu'a pu être la révolution tunisienne de la décennie 2010-2020, parce que précisément, et c'est là qu'on est tenté de se demander où sont passés tous ceux qui avaient manifesté pour une authentique démocratisation. Là, il y a une sorte de captation, de préemption par le pouvoir de ce qui est de l'ordre, évidemment, du malaise économique, malaise social, pour être finalement canalisé et dirigé vers finalement une population qui est autre. Non, je disais aussi que les Noirs tunisiens sont effectivement des Tunisiens et qui sont en butte à beaucoup de brimades. C'est le cas, Lilia Blaise, des Tunisiens dont la couleur de peau est noire sont eux-mêmes pris pour cible, comme des migrants finalement d'Afrique subsaharienne. Alors je dirais que c'était le cas en février quand il y a eu cette espèce de campagne raciste un peu à l'échelle nationale avec finalement des amalgames des Tunisiens noirs qui se retrouvaient à présenter leurs papiers et à montrer qu'ils étaient Tunisiens, donc vraiment des situations absurdes. Là je dirais que le vrai problème c'est plutôt la situation de crise humanitaire qui se déroule à Sfax et c'est vraiment les migrants qui sont pris pour cible parce que ce sont eux qui sont le plus visibles actuellement
actuellement dans l'espace public. Comme vous l'avez dit, c'est aussi une forme de bouc émissaire par rapport à ce qui se passe sur le plan économique. Il faut le rappeler, on est face à une grande crise économique. Beaucoup de Sfaxiens disent que voilà, ils n'ont pas les moyens même d'aider finalement des migrants, comme ils le faisaient par exemple pendant la pandémie où on voyait qu'il y avait une grande solidarité. Là, financièrement, les gens n'arrivent plus. Et du coup, on est vraiment dans une situation de crise et aussi où on sent qu'il y a quand même une absence de l'État. Parce que là, comme je vous disais, c'est des centaines de migrants qui sont à la rue. Les associations ne sont pas non plus présentes. On a aussi beaucoup de témoignages de migrants qui auraient été déportés vers le sud de la Tunisie pour être refoulés à la frontière libyenne et qui sont livrés à eux-mêmes. Donc il y a vraiment un problème de gestion de cette crise migratoire et la Tunisie a plusieurs fois lancé l'alerte sur le fait que le pays n'avait pas les moyens en fait de maîtriser ces flux qui arrivent aujourd'hui par voie terrestre via les frontières algériennes et libyennes. Merci Lilia Blaise avec nous en direct de Tunis. Patricia Lémonière, est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une responsabilité européenne? Et on pense évidemment bien sûr à la France mais aussi à l'Italie. Giorgia Meloni a clairement exprimé son souhait de faire de la Tunisie une zone de contrôle pour empêcher les traversées de la Méditerranée. Clairement, Kais Saied ne veut pas jouer ce rôle-là, lui, aujourd'hui. Alors j'ai envie de dire tort partagé actuellement. Il est vrai que l'Europe est tétanisée par un risque d'effondrement de la Tunisie. Joseph Borrell l'a dit en mars ou en avril, je ne me souviens plus exactement. Il a dit effectivement la Tunisie est au bord de l'effondrement. Et on voit très bien cette crainte des Européens, parce que qui dit effondrement, dit c'est pas les subsahariens, mais c'est les Tunisiens aussi. Et donc, on a bien vu, Giorgia Meloni est partie avec Madame van der Leyen voir le président tunisien, suivi une semaine plus tard, tout ça en juin, par le ministre Darmanin et son homologue allemand, le tout pour essayer de le convaincre. Et là où je dis tort partagé, parce que le président tunisien joue sur cette peur. Il joue sur cette peur parce qu'il ne veut pas accepter certains dictats, 1 de la Banque mondiale, 2 du FMI, 3 de l'Europe, qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table pour aider la Tunisie, mais en échange de réformes, en échange d'assainissement, d'entreprises économiques. Donc tout ça, il joue avec ça, il joue avec notre peur, et je pense qu'à terme, il aura l'argent et il ne fera pas grand-chose de ce que lui demandent les autres, tant sur le plan des droits de l'homme que sur les plans migratoires. Cavalier seul de Kais Saied en dépit de toute logique aujourd'hui, Gauthier Ribinski, ou bien volonté sincère de ne pas voir la Tunisie se faire instrumentaliser finalement? Oui, je pense que la volonté sincère de ne pas se faire instrumentaliser est là, mais malgré tout, quand Patricia disait à l'instant que les Européens craignent par-dessus tout un effondrement de la Tunisie, ça a été depuis finalement des décennies, c'est la crainte non seulement européenne mais française qui a fait qu'on a misé sur des régimes du type de celui de Kais Saied. Et d'une certaine manière, même si c'est paradoxal, aujourd'hui encore, un certain nombre d'Européens disent c'est peut-être mieux d'avoir ce personnage à la tête de l'État tunisien qu'un autre. On a vu ce que ça a donné en termes Et il le sait. Et il le sait. Donc il profite aussi de cette situation où il dit un peu c'est moi ou le chaos. Et donc, comme c'est cette situation-là plutôt avantageuse pour lui, il peut aussi dicter un certain nombre de choses. On peut parfaitement comprendre qu'il n'a pas non plus les moyens d'accueillir toutes ces personnes, et que c'est vrai, on a bien vu ce que l'Europe avait fait avec Angela Merkel et Erdogan, donc il y avait une espèce de sous-traitance absolument démoniaque de la question des migrants, mais rendons-nous compte aussi que l'Europe et la France, entre autres, en pariant sur la stabilité toujours, c'est-à-dire en évitant finalement qu'il y ait des expériences authentiquement démocratiques, et ben oui, forcément, on ménage des personnages de ce type-là. Rappelons qu'Kais Saied a tout de même été élu, et très largement évidemment, par les Tunisiens. Évidemment. Et après, il y a eu le coup de force. Et voilà. Après, il y a eu un coup de force. Comment donner un nouveau départ à la relation entre la Chine et les États-Unis? Janet Yellen est à Pékin pour 4 jours après la visite du secrétaire d'État Antony Blinken le mois dernier. Son homologue au Trésor doit tenter à son tour de renouer les fils du dialogue, cette fois sur les épineuses questions commerciales. Pas facile quand on sait à quel point les deux économies sont à la fois concurrentes et imbriquées. Exemple avec la décision de Washington de restreindre l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. Écoutez la réaction de la porte-parole du ministère chinois au commerce.
Depuis un certain temps, les États-Unis abusent continuellement des mesures de contrôle des exportations pour renforcer leur répression à l'égard des semi-conducteurs chinois et diviser artificiellement le marché mondial des semi-conducteurs. Ces mesures nuisent au libre-échange mondial, ignorent les règles économiques et commerciales internationales et foulent aux pieds le principe de la concurrence loyale. Alors, conséquence, la Chine a répliqué en décidant de restreindre à son tour ses exportations de 2 métaux rares nécessaires à la fabrication des semi-conducteurs, le gallium et le germanium. Escalade fatale, Patricia Lémonière, pour les deux économies. En tout cas, ce qui me fait sourire, c'est quand la Chine parle de concurrence déloyale, parce que s'il y a bien un pays qui manie la concurrence déloyale sur ses produits, c'est bien la Chine, en particulier avec la valeur du yen. Bon, je ne vais pas revenir de la monnaie chinoise plutôt, je ne vais pas revenir là-dessus. Actuellement, on assiste côté américain à un peu la politique française, vous savez, en même temps. On fait les Américains se mettent à adopter nos tactiques du en même temps, c'est-à-dire que on essaye sur toutes les données stratégiques, les puces, tout ce qui est stratégique, d'être hyper dur. On ferme la porte et en même temps, on veut maintenir des relations diplomatiques et des canaux. Donc on ne cesse d'envoyer depuis quelque temps, effectivement, après l'histoire du ballon qui a un peu rafraîchi tout le climat, mais on cesse d'envoyer des ministres, des représentants de Joe Biden en Chine pour montrer la bonne volonté américaine sur un plan diplomatique et en ligne de mire. Enfin, si vous voulez, l'objet, c'est que Joe Biden aimerait réussir son sommet à l'automne Asie-Pacifique, avec un invité de marque, évidemment le président chinois. Donc tout ça, c'est pour essayer de l'amener à ce sommet. Et parce que ça serait une sorte de victoire diplomatique pour les États-Unis. Je ne suis pas sûre qu'actuellement, avec toutes les mesures que prennent les Américains, parce que les Chinois ont pris ces mesures, mais avant, il y a une ou deux autres mesures américaines très compliquées et qui ont beaucoup empêché, qui entravent la marche en avant de la Chine. Et donc, je ne suis pas sûre que les Chinois se prêtent au jeu si les rétorsions américaines se poursuivent comme elles sont lancées. Il y a aussi, Gauthier Rybinski, tout de même des questions de sécurité derrière cela. Ce n'est pas seulement un jeu de rétorsion. Il y a la vraie crainte de voir l'adversaire finalement piller à la fois des brevets, de la recherche intellectuelle et puis aussi du renseignement peut-être plus stratégique encore. Oui, notamment la question informatique est directement liée à ce genre de choses. Et on sait bien que les Chinois, qui sont en manque parfois dans certains domaines très précis de modèles, de normes, si vous voulez, qui les hausseraient au niveau mondial de qualité, eh bien, effectivement, ils en sont friands là où ils peuvent le trouver. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est qu'on se dit qu'il y a une telle interdépendance entre les États-Unis et la Chine au niveau mondial qu'on n'envisage pas que ça puisse aller plus loin, que ça puisse s'envenimer. Oui, sauf que le précédent russe, alors il n'est peut-être pas le même, mais montre bien qu'un certain nombre de personnages, je ne crois pas que ça soit le cas de Xi Jinping, mais qu'on peut justement sortir de la rationalité mercantile ou économique pour se livrer à quelque chose d'un peu plus affect. Et ça, c'est le cas de Taïwan. Quand vous voyez ce que dit Xi Jinping, il dit au fond, oui, on est capable de discuter. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, ce que disait Patricia, on discute au plus haut niveau possible. Et puis on maintient les désaccords. C'est ce que disait Anthony Blinken. Il y a des désaccords majeurs, mais enfin, ce qui est bien, c'est qu'on discute à un haut niveau. Oui, sauf que Xi Jinping dit il y a une ligne rouge absolue, c'est Taïwan. Et là, que peut-il se passer, y compris sur le plan commercial? On ne sait pas. C'est quelque chose qui est de l'ordre, là encore. J'ai un peu peur que l'histoire se répète. Parfois, on dit, mais souvenez-vous, ces personnages, on peut les avoir en disant, voilà, on peut les amener sur les rails du commerce. C'est comme ça qu'on se rapproche. Oui, mais il reste toujours chez des dictateurs cette part de, je vais dire la face sombre comme aurait dit Bataille, non, c'est pas ça, c'est la face réellement tripale qui justifie au fond la dictature, et celle-là, elle peut éclater à n'importe quel moment. Regardez ce que dit Taïwan en ce moment, ils disent que régulièrement, il y a des tentatives d'intimidation où les Chinois simulent une attaque sur Taïwan. Tout ça, c'est fait aussi pour que les gens perdent un peu de leur sang-froid et qu'éventuellement, il y ait un incident qui dégénère. Alors qu'en pense-t-on à Washington, Mathieu Mabin? Les États-Unis veulent vraiment apaiser leurs relations avec Pékin aujourd'hui, et à quel prix?
Alors oui, la volonté d'apaisement exprimée par Washington est sincère, il n'y a aucun doute là-dessus, puisque concrètement, si la diplomatie américaine choisissait la voie de l'escalade, cette escalade mènerait à terme à une confrontation militaire, c'est certain. Et c'est au cœur des préoccupations de l'ensemble des états-majors américains. L'enjeu de Taïwan est l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de l'île. Cela suffit à maintenir un niveau de pression maximum au département d'État, évidemment, et au Pentagone, bien entendu. Cette étrangeté diplomatique qu'on appelle pudiquement l'ambiguïté stratégique a été largement écornée ces dernières années jusqu'à entendre Joe Biden promettre une intervention militaire en cas d'attaque de Taïwan par la Chine. Et c'est bien cette perspective qui a définitivement mis un terme à l'ère post-guerre froide, cette ère post-guerre froide qui implicitement désignait les États-Unis et la Chine comme les deux piliers d'un nouvel équilibre bipolaire. Mais cette fois, un équilibre économique et non plus seulement militaire. C'est en poursuivant l'objectif de la construction de ce nouvel équilibre, d'ailleurs, que les États-Unis ont rendu leur économie perméable aux initiatives chinoises. On en a parlé un instant. Une perméabilité qui, au gré des décennies, est devenue une dépendance, ni plus ni moins. On parle beaucoup des semi-conducteurs, on l'a évoqué sur votre plateau, sans lesquels les industries de la tech américaines sont littéralement paralysées, on le sait. Les industries de la tech, mais pas seulement, l'industrie de l'armement également, et les télécommunications bien sûr. Ce glissement, mais irrémédiable, observé ces dernières années, ne posait pas de problème majeur en soi, tant que la tension diplomatique restait faible. Mais aujourd'hui, alors que les marines chinoises et américaines se défient avec leurs armes dans le Pacifique presque chaque semaine, comme on le relate sur France 24 régulièrement, cette interdépendance économique n'est tout simplement plus possible. Il n'est évidemment plus question pour Washington de s'accommoder d'un partage du monde avec Pékin et seulement avec Pékin, surtout depuis que les conseillers militaires de Joe Biden et concrètement les précédents présidents affirment que l'appareil militaire chinois sera bientôt plus puissant que la défense américaine. On le sait, la puissance économique américaine repose sur son outil de défense. Si Washington perd l'avantage dans ce domaine, Washington devient économiquement vulnérable. Et donc, la visite d'Elizabeth Yellen aujourd'hui et jusqu'à dimanche ne vise dans le fond qu'à une seule chose, faire accepter à Pékin la désimbrication partielle économique progressive entre les deux pays. Faire accepter à Pékin la fin de la dépendance américaine dans le domaine des data, par exemple, en empêchant notamment le stockage de données personnelles de citoyens américains et d'entreprises américaines sur des serveurs hébergés en Chine. On l'a bien compris, l'équilibre planétaire reposera dans les prochaines années, si ça n'est pas déjà le cas, sur trois facteurs. D'abord, la capacité de l'outil de défense américain à rester le plus puissant possible. Ensuite, la capacité de l'appareil économique américain à se transformer pour devenir moins dépendant des productions chinoises. Et cela va jusqu'à un allègement de la part de la dette américaine, bien sûr. Et enfin, je dirais que c'est le sujet principal aujourd'hui ici à Washington, concomitamment aux efforts d'Anthony Blinken pour faire admettre à Pékin une forme de divorce par consentement mutuel. Joe Biden veut graver dans le marbre un nouveau partenariat, cette fois, et une nouvelle union avec l'Inde, qui n'est pas seulement le pays le plus peuplé du monde désormais, mais aussi et surtout une puissance militaire et économique en devenir. On peut d'ailleurs concevoir assez facilement que le dialogue diplomatique entre Indiens et Américains est plus naturel, plus facile, plus cohérent qu'il ne le sera jamais avec le Parti communiste chinois, vous me l'accorderez. Merci Mathieu Mabin avec nous en direct de Washington. Patricia Lémonière, apaiser les tensions tout en menant de front le découplage de ces deux économies. Les États-Unis veulent être davantage indépendants de la Chine, quand on sait que le premier de détenteurs étrangers de dette américaine aujourd'hui sont les Chinois. Il y a encore du travail. Oui, mais les deux économies, comme le disait Gauthier, sont aussi quand même liées à des tas de niveaux. Là, ce qui est en jeu, c'est les industries les plus sensibles, c'est la haute technologie, c'est ce qui a vocation militaire, c'est ce découplage-là qui est vraiment en jeu. Oui. En ce qui concerne les t-shirts et les choses comme ça, mais... Donc la Chine va rester l'usine du monde, y compris des États-Unis. Jack Sullivan a
qui est un peu le penseur, le stratège de Joe Biden, a clairement énoncé la nouvelle vision américaine. C'est fini le libéralisme, la mondialisation, où on pensait que par ruissellement, la planète entière allait s'enrichir. Cette période est révolue. Retour à l'État fort, même l'État américain qui lance des grands projets, mais des grands projets qui ont chaque fois cette double vocation, industrie stratégique et militaire à la fois, ce couple lié, parce que c'est sur ce couple-là des stratégies économiques qui visent le monde de demain et sur les stratégies militaires que l'Amérique entend garder sa position, en tout cas se battre pour cette position de numéro 1. Donc je crois qu'effectivement le découplage dont on parle, il est sur certains secteurs. Sur d'autres, on va tâcher de maintenir un semblant de relation parce que les deux pays sont totalement liés pour l'instant sur un plan économique et financier. Gauthier Rybinski, vous comprenez cette stratégie extrêmement fine qui consiste à prendre ses distances avec la Chine tout en évitant l'engrenage finalement militaire et la confrontation armée? Oui, la Chine aussi redoute ça. Et puis vous savez que la Chine, il y a cette idée que personne ne doit s'immiscer dans les affaires intérieures, ce qu'elle n'a pas respecté d'ailleurs dans l'affaire ukrainienne. Mais là où il y a quelque chose qui peut contrecarrer cette volonté américaine, c'est dans le fait qu'avec Xi Jinping, qui est le personnage le plus puissant depuis Mao, probablement à la tête de la Chine, il y a bien sûr l'aspect économique, mais il y a quand même, souvenez-vous ce qu'on a dit, c'est que les aphorismes de Xi Jinping se trouveront maintenant dans la Constitution. On a vu, je vous avais montré un exemple disant que ça n'était pas, ça cassait pas trois pattes à un canard, mais enfin c'est quand même une volonté. Et puis surtout l'idée que développe souvent Xi Jinping, à savoir que le modèle chinois, non seulement économiquement, mais moralement et politiquement, est supérieur au modèle américain. Et ça, je ne le vois pas l'abandonner, même si. Donc il y a quand même une volonté hégémonique bien de part et d'autre qui rend la confrontation, à défaut d'être inévitable, en tout cas possible. Qui est possible et qui est difficile à éviter, même quand on est comme les Américains en disant reprenons nos abattis. Et oui, mais de l'autre, il n'y a pas que ça en jeu aux yeux des Chinois et de Xi Jinping. C'est très politique côté chinois. Bien sûr. Merci beaucoup, Patricia Lémonière, Gauthier Rybinski, Mathieu Mabin et Lilia Blaise avec nous depuis Tunis. C'était On va plus loin, prochain journal dans un peu plus de 3 minutes. Restez avec nous. Un pays riche des mines de cobalt, les plus productives au monde. Un minerai indispensable aux batteries de voitures électriques. Un marché mondial qui s'arrache chaque gramme. Mais l'envers du décor est sombre. L'activité minière est en train plutôt d'appauvrir la population plutôt que d'améliorer les conditions de vie des populations. Mine artisanale, exploitation des enfants, giga-usines, corruption, pollution. Tämän ongelmajätteen niin kuin sitten takapihalleen sen auton kanssa. La bataille du cobalt dans Reporter Plus sur France 24 et France24.com.